top départ avec ce jingle qui nous met en forme, hein. Il y a eu le jingle des Jeux Olympiques, il y a le jingle du Big. Merci. En tout cas, bonjour à tous. Donc, la première conf de la matinée. On va parler cybersécurité, on va parler de mieux se protéger pour éviter quand même les attaques si elles arrivent. Et puis, si elles arrivent, on va trouver des solutions. Ce matin-là, je me présente rapidement. Donc, je suis Sandra Legrand, j'ai passé 11 ans chez Coca-Cola et ensuite, comme vous, j'ai plongé dans l'entrepreneuriat. Donc, j'ai créé ma première société qui s'appelait Canal CE, société qui était start-up et qui est devenue PME avec 200 salariés et 70 millions de chiffre d'affaires. Je l'ai adossé à un industriel et aujourd'hui, je fais des conférences, j'anime et je suis coach business, donc pour aider à la croissance, voilà, qui est un mot que j'aime beaucoup. Alors, je vais vous donner 3 chiffres parce que la cybersécurité, c'est intéressant. Une PME sur 2 aurait été touchée par une cyberattaque. Donc, c'est beaucoup. Et ça aurait généré, pour 29% d'entre elles, un arrêt des services. Donc ça, c'est quand même un chiffre compliqué. Mais j'en ai un deuxième, j'en ai 3. Hein. Je plombe un peu l'ambiance, mais après, on va voir comment on résout tout ça. Les cyberattaques ont augmenté de 27%, selon l'Agence nationale pour la sécurité et les systèmes d'information, l'ANSSI, dont on reparlera d'ailleurs avec Arnaud. Et puis, le coût moyen d'une cyberattaque pour une entreprise française est de 1,4 million d'euros. Alors, ça inclut bien sûr la perte de revenus, mais aussi le coût pour réenclencher la data, etc. Et puis, bien sûr, un petit peu de perte d'impact et puis surtout l'image, bien sûr, de l'entreprise qui a été touchée. Donc, une fois qu'on s'est donné ces chiffres un peu marquants, un peu plombants, on se dit que c'est un vrai sujet et qu'il il faut y faire attention. Alors, on va, avec l'interview d'Arnaud Zobec, qui va se présenter dans 2 petites minutes, que j'accueille ce matin, essayer de comprendre d'abord comment on anticipe, comment on se prépare, parce que c'est quand même le mieux de se préparer, et puis si jamais ça arrive, comment on résout le sujet. Donc, dans les meilleurs des cas, on essaie d'éviter, et puis dans le cas qui peut arriver, en malchance, on essaie de réagir assez vite, puisque chaque minute compte, et il va nous en parler. Alors, Cisco est le partenaire de la BPI. Cisco, vous connaissez, c'est le leader mondial de la technologie et spécialisé en cybersécurité. Et Arnaud fait partie de l'équipe, la filiale Talos, qui justement travaille sur, et donc est chercheur en cybersécurité, c'est comme ça qu'on dit, et justement travaille sur ces sujets de cybersécurité. Alors, avec Arnaud, on va avoir des exemples concrets, des solutions, des actions, puisqu'on aime bien parler concret hein, chez Big, hein, on parle cash, comme dit souvent son président. Et donc, l'idée, c'est de bien comprendre la cybersécurité, d'avoir tous les secrets et puis surtout toutes les actions qu'on peut mener. Alors, Arnaud, présentez-vous à l'audience pour qu'on comprenne un peu qui vous êtes. Alors, moi, je travaille chez Cisco dans une business unit qui s'appelle Talos. C'est un peu particulier. En fait, mon métier, c'est donc on appelle ça Threat Research Engineer, c'est de traquer, catégoriser des groupes de hackers, cybercriminels, gouvernementaux, et de faire en sorte que tout ce qu'on connaît sur ce savoir-là être mis dans les produits de chez Cisco pour protéger nos partenaires ou nos clients. Et c'est ça qui est super intéressant. Alors Talos, c'est en fait, comment est-ce qu'on fait pour faire ça? Cisco, comme l'a dit Sandra, c'est un des leaders sur la techno et sur la cybersécurité dans le monde. Ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on a énormément de données. Donc ça, c'est quand même pas mal. Et moi, donnez-nous le chiffre, vous me l'avez donné. Voilà, il faut donner les chiffres. C'est vrai que c'est mieux avec les chiffres. Non. Et oui, j'ai tout prévu. Ils sont là. Il est pas malin le mec. Alors, donc, hyper intéressant. C'est 400 milliards d'événements de sécurité par jour traités. Donc évidemment, c'est pas tout à la main. Il y a beaucoup de machine learning depuis très longtemps qui nous aident à faire ça. Et il y a beaucoup d'équipes qui sont déployées pour que ça aille plus vite. Des mails bloqués, 9 millions par heure. C'est un sacré chiffre. Et encore, on n'est même pas le numéro 1 sur le mail dans le monde, ce qui est quand même assez impressionnant. Et 2000 par seconde, c'est le nombre de domaines qu'on bloque par seconde, avec de l'heuristique, avec des recherches de malware, ou ce genre de sujet-là. Donc, c'est ça qu'on fait chez Cisco Talos, c'est qu'on essaye d'avoir une énorme botte de foin et qu'on en prend les aiguilles et qu'on les sort assez rapidement, soit de manière automatisée, ou soit de manière manuelle avec des analystes comme moi. Et puis, on essaie de faire au mieux pour pas qu'il y ait d'attaque, ou si jamais il y en a, au moins savoir qui c'est, ce qui est déjà pas mal.
D'ailleurs, vous êtes modeste, vous ne l'avez pas dit, mais vous avez été quand même le protecteur en cybersécurité des Jeux Olympiques. Tout à fait, ouais. Et ça s'est bien passé. Enfin, en tout cas, vu du Bah, public, on n'a rien vu c'est comme ça. attaque. Donc, soit il y en a eu et vous Ça veut les avez dire qu'on n'a pas déjoués. été trop mauvais. Non, ouais, donc les JO, c'était un super, super mise en application de ce qu'on fait avec nos clients et nos partenaires. Déjà, on a aidé avec Cisco sur les JO sur énormément de sujets, que ce soit la 5G, que ce soit la sécurité, le XDR, d'autres trucs, donc je reviendrai dessus peut-être un peu plus tard. Parce qu'on a 45 minutes, donc on peut parler de ça. Mais ouais, donc on a aidé ça. Et donc, en effet, si on n'a pas vu grand-chose, c'est que ça s'est plutôt bien passé. Spoiler, il y a quand même eu des trucs, mais on n'a été pas trop mauvais. Parfait. Vous travaillez avec des grands groupes, mais vous travaillez avec des PME aussi, avec des TPE, parce qu'on a un public chez Big C'est qui est ça. plutôt des entrepreneurs TPE, PME, Ouais. ETI, quelques grands C'est groupes. ça l'avantage Mais de. C'est pour ça que alors, je vais être très chauvin, j'adore bosser pour Cisco pour cette raison-là. C'est qu'en fait, le panel des clients et des partenaires qu'on a, il est énorme. Et en fait, on produit soit du hardware, soit du software, autant pour des grandes entreprises ou des trucs d'énergie, autant pour des PME ou des particuliers, ou des DPE, des PME, pardon. Et ce qui fait que c'est ça qui est assez grisant, c'est qu'on voit dans la télémétrie des choses très différentes, que ce soit des attaques qui vont targeter des grands groupes hyper complexes, etc. Ou alors des attaques toutes parfois plus complexes qui vont attaquer des petits groupes ou des PME et qui vont essayer de mettre en danger le plus rapidement possible ces entreprises. oui, tout le monde est attaquable, hein, petit, moyen, grand. Et d'ailleurs, Exactement. vous nous avez parlé d'un portrait robot Tout du à fait. hacker, parce que vous avez des chiffres impressionnants. C'est quoi le portrait robot du hacker On ne sait Alors, jamais si on peut le repérer. ouais, alors aujourd'hui, ce que je vais essayer de faire, c'est de présenter en quelques minutes, on va dire, le ROI d'un hack type, hein, donc retour sur investissement. Je pense que si vous êtes là, vous savez à peu près ce que ça veut dire. Euh, Oui, donc, c'est-à-dire l'énergie ou voilà, l'argent qu'investit un hacker exactement. pour que Combien ce soit ça rentable coûte pour lui. C'est ça. Combien ça coûte à un hacker de faire une attaque sur une petite moyenne entreprise ou sur un grand groupe? Combien ça peut lui rapporter? Après, vous faites les maths et vous voyez que c'est à peu près rentable. Donc ça, on va parler de ça. J'utilise juste cette petite image. Si vous pouvez garder en tête en bas les petites pourcentages, c'est juste pour dire qu'en fait, ces statistiques-là, elles évoluent finalement peu dans la vie et les moyens d'attaque principaux, c'est toujours un peu les mêmes. C'est toujours du phishing, ça vous en avez déjà entendu parler, du hameçonnage par mail. C'est toujours des mots de passe et des comptes qui ont été volés. Ça revient encore et encore chez tous nos clients, qu'ils soient très grands comptes ou PME. Et donc, en fait, euh, c'est toujours le même jeu. Donc, nous, quand on fait quelque chose pour un PME, ça va avoir un impact sur une très grande entreprise et à l'inverse. Donc, c'est ça qui est intéressant. Donc, je vais vous parler d'un hack type. Monsieur-là, c'est Maxime Yacoubet. C'est un des patrons des têtes pensantes d'un groupe de cybercriminels qu'on appelle Evil Corp, donc, qui n'a plus trop le droit de quitter son pays. Vu la tête du policier, c'est probablement la Russie. Alors, à la voiture, on peut voir que ça marche quand même pas trop mal les affaires. Chacun ses goûts, hein. Chacun ses goûts. Alors après, c'est vrai que la décalco est pas terrible, mais la voiture est quand même pas mal. Mais c'est un cybercriminel, il n'est pas forcément hyper malin, donc c'est pour ça qu'il a peut-être des mauvais goûts. On ne sait pas. Donc je vais essayer de vous parler de lui. Donc c'est un gang, c'est une mafia, c'est organisé. Plus ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a une enquête du FBI il n'y a pas longtemps qui est sortie où ils essayent de mettre en exact tout ce qui se passe sur ce groupe-là et que c'est un vrai groupe mafieux familial avec des cousins, des gens qui épousent d'autres groupes de mafieux pour réorganiser le groupe. C'est très très intéressant. C'est toujours comme ça, non? Il y a des hackers isolés, ils ne sont pas Il y a des toujours en hackers famille. isolés, mais là c'est C'est un une gros famille. groupe qui fonctionne très bien parce que justement ils sont en famille et qu'ils se font confiance comme ça. Euh, et en fait, donc ce groupe-là, il déploie ce qu'on appelle du ransomware. Le ransomware ou du rançongiciel en français, c'est un virus qui va aller sur votre PC et qui va chiffrer vos données. Ce qui fait qu'en fait, Rançon logiciel, c'est ça. rançongiciel. Comme ça, en fait, vos données ne sont plus accessibles et ils vous disent, bah, en échange, si vous voulez récupérer vos données, il faut payer. Euh, alors, spoiler, s'il vous plaît, payez pas. Parce que je vais vous expliquer pourquoi mathématiquement, c'est pas une bonne idée. Et, euh, et puis, ça peut être des sacrées sommes. Et aussi, ce qu'ils peuvent dire aussi, ah ben, on a volé de la donnée chez vous, je vais la publier si vous ne payez pas. Pareil, c'est l'extorsion. Donc, ils font et de la rançon sur vos données et de l'extorsion. Pour ça, ils ont quelques outils. Je parlais du phishing tout à l'heure, je parlais des vols de mots de passe, que c'était à eux deux près de 50% de l'entrée des attaques. Ça, c'est ce qu'on voit dans nos réponses à incidents. Donc tous les jours, on a des clients qui se font hacker et qui nous appellent.
et qui disent voilà, qu'est-ce qui s'est passé. Donc nous, on fait les statistiques là-dessus sur des années. C'est ce qu'on voit. Un mot de passe, ça coûte 10 euros. Voilà. Donc c'est vraiment rien. Euh, Aujourd'hui, vous avez des plateformes, des marketplaces, par exemple le russophone, des forums sur lesquels vous pouvez acheter des mots de passe sur des comptes très particuliers. Vous voulez hacker, je ne sais pas, Cisco par exemple, vous cherchez Cisco dans le forum et avec un peu de chance, il y aura peut-être un mot de passe qui a été volé. Donc ça coûte 10 euros. C'est pas très cher pour rentrer. Hein. Un phishing, pour faire une campagne avec le nom de domaine, le template, c'est-à-dire qu'on n'a rien à faire. Hein. On a juste à préparer tout ça, ça coûte 200 $. Et encore, c'est parce que les prix ont augmenté, c'était 50 $ avant. Mais bon, c'est la crise pour tout le monde, j'ai l'impression. Ce que tu nous dis, c'est qu'avec 210 $, 210 $, on a un mot de passe et une campagne d'accès sur une machine. Ouais. bon, mais il faut quand même s'y connaître. C'est pas à la Il portée faut de tout le s'y monde. connaître un peu. Là, à partir de là, 210 $, c'est des gens qui s'y connaissent un peu. C'est-à-dire qu'ils vont investir du temps, mais un peu moins d'argent. Après, il y a une autre catégorie de groupes. Pour eux, qui c'est un peu plus cher, ils passent par ce qu'on appelle des Initial Access Brokers. En fait, c'est des brokers d'accès. C'est-à-dire que votre machine est déjà infectée depuis très longtemps par un virus qu'on appelle une backdoor. Et en fait, les gens attendent et disent voilà, ben moi, je suis chez telle entreprise, je vends l'accès 1 000 €, 2 000 €, parfois aux enchères, 100 000 €. Et donc là, c'est facile pour quelqu'un qui n'a pas de connaissance de se retrouver déjà sur le lieu de l'infection. Donc on a déjà une machine compromise sur le réseau et chez le client. Donc là, c'est compliqué. Et après, rien n'empêche à ces gens-là d'appeler d'autres groupes pour dire maintenant, aidez-moi à faire le sale boulot parce que je ne m'y connais pas techniquement. C'est vraiment juste une gestion opérationnelle, c'est des project managers, hein, sauf que ils sont project managers dans le criminel. Quoi. Et c'est pas à l'interne, cette personne qui a mis le virus. Non, ça peut venir l'externe. d'une infection il y a très longtemps. Ça peut mettre plusieurs mois entre le moment de l'infection et l'attaque. Et ensuite, le petit dernier chiffre, c'est combien est-ce qu'en moyenne les entreprises payent pour les ransomware. 450 000 €. Tu veux dire la rançon. La rançon. Et donc, Donc, globalement, vous avez vos données si qui ont elle été paye, chiffrées, vous pouvez plus travailler, il y a des gens qui payent. En moyenne, c'est 450 000 €. On a des rançons en France qui sont un peu plus hautes, parce qu'en fait, vu que c'est une moyenne mondiale, donc il y a des entreprises, forcément, hein, ils sont malins, ils savent que si votre entreprise fait 10 millions de chiffres, ils savent qu'ils peuvent peut-être prendre 1 million. Quoi. Ils regardent, hein, ils font un peu de business intelligence comme tout le monde, et ils veulent savoir comment se porte votre entreprise. Donc, ça, c'est une moyenne. En France, elle est un peu plus élevée. Je crois que c'est pas loin des 600 000, un truc comme ça. Donc, forcément, on passe de 210 € à 500 000. Bon, c'est vachement rentable quand même. Ou alors, même de 100 000 à 450 000, ça fait quand même un petit x4. Pour pas avoir fait grand-chose, c'est quand même pas mal. Et quand je dis pas grand-chose, je voulais juste montrer un exemple de comment ça marche. Hein. Vous avez votre téléphone, vous êtes sur Telegram, vous avez accès à des plateformes de bots. Donc là, voilà, il vous dit voilà, je vais faire une campagne. J'appuie sur 3 boutons, je paye en ligne entre 50 et 200 $. Pouc, 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 c'est-à-dire que je suis sur mon canapé, hein, j'ai pas encore allumé mon ordinateur. Hein. Et j'ai déjà envoyé une campagne à des centaines, voire des milliers de personnes qui vont potentiellement cliquer, sur lesquelles je vais voler un mot de passe que je vais pouvoir revendre 10 $, ou alors un accès que je vais pouvoir revendre 1 500 $, ou même que je vais pouvoir utiliser moi-même pour continuer l'infection de l'entreprise et faire un rançon logiciel. Donc là, j'ai pas bougé de mon canapé, je suis juste avec mon téléphone, et j'ai déjà fait un petit peu de ROI. Quoi. Voilà un peu. Et du coup, en fait, quels sont un peu les différents types de hacking qu'on peut avoir? Parce qu'on entend, je ne sais pas, vous l'avez entendu peut-être cette publicité de Sam ou d'Antoine qui s'est fait hacker son email. Yes. Et donc, du coup, il y a quelqu'un, donc le hacker, qui envoie un RIB avec une facture, puisqu'il a accès à son email, donc à ses devis, à ses factures. Et du coup, bien sûr, le règlement est fait au hacker et pas à Sam. Ça, c'est ce qu'on appelle. Donc ça, c'est un peu le plus courant, là, parce que ça fait... C'est ce qu'on voit souvent, parce que c'est très simple à faire. On appelle ça le business email compromise. En gros, c'est assez traître, parce que c'est même pas forcément de votre faute, c'est peut-être quelqu'un d'autre qui s'est fait hacker. Imaginez, vous payez votre fournisseur toutes les semaines, et ce fournisseur-là vous envoie un message, et en fait, j'ai changé mon RIB pour le paiement. Peut-être que le fournisseur s'est fait hacker, que quelqu'un a eu accès à sa boîte mail et qui vous a envoyé un message pour changer le RIB. En fait, là, c'est très malin, parce que vous, techniquement, il n'y a rien chez vous. Il n'y a pas de malware, le mail provient vraiment de la boîte mail de la vraie personne, donc tout est bon. Il y a juste un changement de RIB. C'est du social engineering, en fait. On essaie de jouer sur le fait qu'on vous a demandé de changer quelque chose. Là, comment est-ce qu'on fait La plupart des gens en disent « Ok, ça marche ». Alors la meilleure technique, je vous la donne tout de suite, vous appelez
non pas le numéro qui est dans le mail, mais le numéro que vous connaissez déjà de votre fournisseur, parce que souvent ils sont malins. Vu qu'il y a un peu d'argent en jeu, une plateforme d'appel, ça coûte pas très cher. Il suffit juste de dire oui, je vous la passe, et hop, on redonne une bonne personne. Donc le mieux, c'est d'appeler une personne qu'on connaît déjà. Et on dit, est-ce que vous changez bien votre RIB aujourd'hui? Oui, non. Et là, on voit en fonction. Oui, alors ça, moi, ça m'est arrivé. Je me suis fait hacker, effectivement. Donc ça arrive vraiment à tout le monde. Et c'est vrai que dès qu'il y a quelque chose qui change, hein, enfin moi, c'est un peu ma technique, que ce soit un RIB, un CABIS, peu importe, ou un numéro de banque, il faut vraiment vérifier tout de suite. Il faut vérifier Vraiment. tout de suite et vraiment vérifier par quelque chose qu'on connaît et pas quelque chose qu'on ne connaît pas. Et c'est pour ça qu'on dit souvent que la cybersécurité, c'est aussi une affaire de tous, c'est aussi une affaire de capillarité. Parce que si vous êtes protégé, c'est très bien, vous êtes sûr qu'il y a le phishing qui ne vient pas de chez vous. Mais rien n'empêche que votre fournisseur, qui lui n'est pas protégé, peut avoir un impact sur votre business directement. Donc en fait, si tout le monde augmente sa sécurité, en fait, c'est tout le monde qui est protégé. Vous voyez bien qu'en fait, la technique ne vient pas forcément de chez nous, quoi. D'ailleurs, c'est vous, en tant que dirigeant, mais aussi vos collaborateurs. Parce que souvent, on passe par le service compta, gestion, C'est ça. achat. Ça passe par, on va revenir un peu dessus après, mais ce qu'on appelle la préparation. Ça, en fait, ça se prépare. Comment est-ce qu'on vérifie un IBAN? Comment est-ce que on gère cette crise, etc., etc., quoi. Donc ça, c'est... Justement, tu veux nous parler un peu de comment on se prépare parce que, Alors, on peut... ou tu veux faire je vais quelque juste chose finir d'autre, ça, hein, oui, pour parler finis. de ça, parce que c'était assez... juste pour parler, alors ça paraît très compliqué, donc vu que c'est hyper compliqué, je voulais expliquer, parce que c'est pas très parlant. Tout ce que je veux dire par là, c'est que vous voyez, il y a plein de têtes de méchants. En fait, c'est plein de personnes différentes, c'est des économies qui sont parallèles, d'accord. Il y a du phishing, il y a du malware, il y a de la vente de mots de passe, il y a des marketplaces. Chacun a un intérêt différent. Et c'est en fait ces petites économies, c'est des gens qui vivent dans des pays où le coût de la vie n'est pas énorme. Et donc forcément, les coûts de $50, les coûts de $10, fois 1000, ça devient hyper intéressant, même pour nous, hein, d'ailleurs. Et en fait, c'est ces groupes-là qui fonctionnent entre eux à travers tout un mécanisme d'économie interne et circulaire, ce qui fait que si vous payez votre rançon, vous injectez de l'économie là-dedans. Donc en fait, ça reste en cercle fermé, ça permet à d'autres gens de rejoindre ce cercle et donc d'augmenter la menace globale qu'on a. Donc s'il vous plaît, payez pas, quoi. Donc c'est un peu la marketplace du C'est ça. hacking, ça. Il y a des marketplaces sur lesquels on peut acheter tout et n'importe quoi. Vous avez vu depuis Telegram tout à l'heure, je vous ai montré l'exemple, mais on peut acheter plein d'autres choses. Ouais. Et il y a des services qui détectent ces marketplaces, Alors, des services de police, des les services de police travaillent dessus. Nous aussi, on est sur certaines de ces marketplaces pour essayer de voir ce qui se passe. Nos clients nous demandent même d'avoir des informations sur ce qui se passe dessus. C'est un travail qui est très compliqué, de longue haleine évidemment, mais nous on essaie de travailler là-dessus. Ouais. Super. Alors donc maintenant qu'on a vu un peu tout ce qui pouvait se passer, qu'est-ce que tu peux nous dire sur la préparation pour anticiper? Parce qu'il y a des choses à faire et le concept de ça n'arrive pas qu'aux autres, c'est vrai. Il faut se le dire et se le redire parce que souvent c'est un sujet qu'on prend. Alors si vous êtes à cette conférence, c'est que forcément ça vous intéresse, mais c'est pas toujours un sujet dans lequel on a envie de se plonger. Mais pourtant, il faut. Pas faut. très marrant et ça prend du temps. Ça prend du temps, mais tu vas nous parler d'actions un peu concrètes. Exactement. Un peu simples peut-être. Un peu un top 5. Pas trop coûteuses non plus. Exactement. Pour qu'on puisse effectivement voir qu'est-ce qu'on peut faire. Tout à fait. Alors, pour commencer, si vous êtes dans ce cas-là, TPE ou PME, je vous conseille vraiment de lire ce guide de l'ANSSI qui pose des questions. À travers les questions, vous avez des réponses sur qu'est-ce que je dois faire en priorité, etc. Ces 13 questions qui sont vraiment le top 13 de ce qu'il faut faire dans la vie d'un entrepreneur si vous voulez vraiment être tranquille. C'est vraiment très bien fait. Donc vous avez le lien si vous voulez, ssi.gouv.fr, puis vous trouvez dessus. Donc c'est l'Agence nationale de la sécurité des services des systèmes d'information. Des systèmes d'information. Donc c'est sous le bureau du Premier ministre. Voilà, c'est sous le bureau du Premier ministre. Donc ça montre aussi l'enjeu, parce que si c'est le Premier ministre qui effectivement... En fait, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est l'histoire de capillarité. Les grands groupes, ils sont des fournisseurs dans les TPE et PME. D'accord? C'est comme ça que ça fonctionne. Si votre PME, TPE n'est pas protégé, ça peut avoir un impact sur le grand groupe. Et les grands groupes, ça peut être un groupe d'énergie, ça peut être des organismes d'importance vitale. Donc forcément, si tout le monde joue le jeu, on augmente le niveau global de sécurité, on a moins de risques pour la menace générale. Donc première chose, on charge ce guide. Un petit guide et on essaie de répondre aux questions. questions. Et on essaie de lire les questions déjà. C'est vraiment bien fait. Et on a les réponses aux questions quand même dans bien ce sûr, guide. Bien sûr. Oui. Donc voilà, on a les questions sont là juste pour guider votre réflexion. C'est vraiment bien fichu. Et il y a vraiment des tricks et des tips pour tout ce qui concerne
qu'on voit tous les jours, nous, en tant que chercheurs de menaces. Et en fait, c'est vraiment bien fait. Vraiment bien fait. Bien fait, et en général, c'est très pédagogique. Donc voilà, Oui, on encourage tout le monde déjà à charger, à lire absolument. les questions et les réponses. Et déjà, ça nous donne une culture, on va dire, globale. Tout Ça, à c'est la fait. première action. C'est ça. Et alors, dans ces 13 questions, il y en a 5 que je trouve, sur ces 13 indications, il y en a 5 que je trouve hyper importantes. Mon top 2, c'est la sauvegarde et l'authentification multifacteur. Je vais vous dire ce que c'est, parce que ça a l'air pas marrant. La sauvegarde, c'est simple, hein. Vous avez votre rançon. Le type, il a chiffré toutes vos données. Ah, bon, bah, on ferme la boutique. Bah non, parce que j'ai une sauvegarde. Donc forcément, bah, la rançon, bon, on s'en fiche. Ok, super, tu as chiffré mes données, bah, c'est bien, mais je les ai à côté, donc c'est pas très grave. Alors évidemment, on évite de la faire sur le même système, on essaie de la sortir si c'est possible. On met en place des mécanismes, hein. Si vous avez le feu dans votre bureau, vous doutez bien que si votre disque dur est sur votre bureau, bah, ça vous perdez l'intérêt de la sauvegarde. Donc l'intérêt, c'est de doubler et de sortir. Question du néophyte, justement, la sauvegarde en général, enfin, je suppose qu'on est nombreux à se dire, on l'a fait sur l'iCloud, non? Vous pouvez. Ouais, Mais ouais, là, il on faut la peut faire faire sur en quelque cloud. chose de particulier, un Non, non, pas disque forcément. spécial, Bah, non? c'est comme vous voulez, comme vous le sentez. D'accord. Tant Donc, que c'est pas forcément lié à un ordinateur un fixe. ordinateur sur lequel vous pouvez vous faire hacker. D'accord. Donc, on sauvegarde, si possible, sur le cloud ou Vous pouvez sur un sur le autre cloud ou ordinateur. sur un autre ordinateur. L'objectif, c'est que si vous faites compromettre votre machine, l'attaquant n'a pas accès à vos données. C'est-à-dire que même si vous êtes sur le cloud et qu'il a accès à votre cloud, il peut aussi vous embêter sur votre cloud. Donc là, il faut être. Il y a des systèmes qui existent, hein, évidemment, pour vous aider à sauvegarder en dehors. Et c'est ça qui est intéressant. Alors, bon, premier concept, on double toutes les données et on Exactement. copie, on sauvegarde. Et on Ça, les met c'est ailleurs, important. possible. Et on les met ailleurs, c'est possible, pour être sûr qu'elles ne se fassent pas doublement chiffrer, quoi. Ensuite, c'est l'authentification multifacteur. Tout à l'heure, je vous disais qu'il y a beaucoup de points d'accès. En fait, 50%, c'est du phishing et aussi ce que je disais, c'est du vol de mot de passe. Bah, si on vous vole votre mot de passe, vous êtes mal barré. Ça coûte 10 $ en plus, c'est pas très cher. Authentification multifacteur, c'est quoi? Il faut prouver ce que l'on sait, le mot de passe, ce que l'on a, parfois un appareil, et ce que l'on est, la biométrie par exemple. Donc, rien n'empêche sur un téléphone, ce téléphone qui est le mien, qui est verrouillé, que je suis, l'empreinte, a dessus des clés, une clé en plus que l'on a, une clé en plus qui permet de sécuriser mon compte. Donc c'est à la fois du mot de passe, plus un truc. Souvent, on vous propose une authentification par SMS, par exemple, sur pas mal de sites. On vous propose Google Authenticator. Chez Cisco, on a un truc qui s'appelle Cisco Duo. Donc en fait, il y a beaucoup de services qui vous proposent ça. Ça permet à quoi? Vu que c'est un challenge mathématique qui change toutes les, ça dépend de 10 secondes, par exemple, bah, si l'attaquant n'a pas la clé mathématique qui vous permet de faire ça, bah, en fait, votre mot de passe lui sert à rien. Donc en fait, même s'il a payé 10 € votre mot de passe, bah, il a acheté 10 € à la poubelle. Et en fait, vous êtes protégé de ce vol de mot de passe hyper simple. Ça, Arnaud, c'est les mots de passe que tu mets quand tu ouvres ton ordinateur ou c'est des mots... Tout. Tous les Ça mots de peut passe. être Un les mot mots de de passe passe que vous mettez. bancaire, un mot de Exactement. passe... Par exemple, il y a une catégorie de malware qu'on appelle les info stealers, information stealers. Ils infectent votre ordinateur et ils essaient de voler le plus de mots de passe possible. Et ça va, par exemple, regardez ce que vous avez dans votre Google Chrome ou dans votre navigateur Firefox. Ils vont prendre tous les mots de passe. Votre trousseau de clés Apple, ils vont prendre tous les mots de passe. Et en fait, ça, après, ils les revendent, tout simplement. Et ça peut être, donc, si vous avez enregistré votre session de bancaire dans votre... souvent, la banque, heureusement, vous demande du multiplication Oui. multifacteur. Mais, Oui, sur les banques, il y a toujours Ouais. une sécurité en mais par envoyant exemple, un code sur SMS. vous avez de la crypto quelque part. C'est pas forcément le cas sur toutes les plateformes de crypto. Ça dépend de votre investissement dessus. Donc, il y a plein de choses comme ça qui rentrent en compte. Mais les mots de passe, pour insister un peu là-dessus, on les met parfois dans des coffres forts. Exactement. Donc ça, c'est bon. Ouais, c'est bien aussi. Mais avoir la double authentification, c'est mieux aussi. C'est encore mieux. Même si vous avez un coffre-fort, ça vous protège. Même si votre coffre-fort fait voler, on ne sait jamais. S'il se fait voler, au moins vous êtes protégé. Mieux, en tout cas. Après, attention, ça n'empêche pas qu'il y a une attaque qu'on voit beaucoup, qu'on appelle le MFA, donc c'est Multi-Factor Authentication, MFA fatigue. En fait, les gens, ils vont vous appeler 200 fois, ils vont vous faire générer 300 SMS. Au bout d'un moment, vous appuyez sur OK parce que vous en avez marre. Et ça arrive très, très, très fréquemment. Hein, c'est près de, je crois que c'est 11 ou 12% des attaques qu'on voit. Je crois que c'est assez énorme. Donc, évidemment, la préparation et la formation en amont, c'est hyper important sur ce sujet. Donc on ne clique pas comme ça sur des SMS, C'est sur ça. des mails, sur des Exactement. soi-disant colis qu'on n'est pas arrivé à livrer. Ça Enfin, paraît tout- bête, mais il ne faut pas le faire. Ensuite,
Bon, là, c'est un peu plus technique, forcément. Pour augmenter sa sécurité, c'est la sécurité des flux réseau. Votre Wi-Fi, il n'est pas en accès libre. Votre poste, il n'a pas accès à Internet sans sécurité. Il passe par un proxy, par un VPN. Vous êtes chez un Starbucks. Ça paraît tout bête, mais quelqu'un qui est sur le même réseau que vous pourrait essayer de lire ce qui se passe, pour peu qu'il arrive à faire en sorte que vos données ne soient plus chiffrées. Donc, si on augmente la sécurité des flux réseau, plus ça tombe bien, c'est ce que nous, on essaye de faire, on augmente sa sécurité de manière globale. Donc là, on fait appel à des partenaires extérieurs, des exactement. entreprises comme Talos, par exemple, qui nous qui sécurisent nos proposent flux. voilà, des Wi-Fi qui vous aident à configurer vos Wi-Fi spécialisés, plus sécurisés, des VPN, ce genre de sujet. Et ça, c'est plutôt bien fait, avec des systèmes dans le cloud et tout. Donc, ça permet de réduire la dette technique, quoi. D'accord, donc ça, c'est à faire, sachant qu'on ne le fait pas forcément. Aujourd'hui, on a ces Wi-Fi, ces VPN. C'est ça. Mais effectivement, ça permet de prévenir les attaques. Ensuite, la sécurité des postes. Ça vous paraît tout bête, mais ce côté antivirus. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui s'appelle l'EDR, Endpoint Detection and Response. C'est une espèce d'antivirus sous stéroïde qui va voir tout ce qui se passe sur votre machine. Et cet antivirus-là, un peu spécial, l'EDR, il peut être managé. C'est-à-dire qu'il y a des équipes, nous on fait ça par exemple, on appelle ça le threat hunting, la chasse de la menace. On a toute la donnée des clients qui acceptent et on leur dit, bah voilà, chez vous, il se passe ça en ce moment. Donc attention, vous avez peut-être une attaque qui se prépare. Donc nous, on essaie de voir ça. Donc ça, c'est un petit peu aussi hyper pratique parce que la plupart aujourd'hui des EDR sont dans le cloud et ça permet d'avoir, lorsqu'on a une entreprise avec une forte mobilité, eh ben, on peut protéger la plupart de ses assets en étant un peu tranquille sans avoir à monter un serveur à la maison, avoir des administrateurs, etc. Donc ça, c'est quand même pas mal. Ça, c'est ton quatrième. C'est mon quatrième. Top 5. C'est mon cinquième, parce qu'en fait, même si c'est le cinquième, je devrais peut-être le mettre en premier aussi, finalement. Ils sont un peu tous à égalité, hein, c'est ça qui est compliqué. C'est la sécurité des mails. Je vous parlais de phishing tout à l'heure. Bah, c'est quand même pas mal d'avoir un truc qui bloque les phishing. C'est aussi très agréable d'avoir quelque chose qui bloque les spams. Ça peut être pas mal d'avoir quelque chose qui bloque ce qu'on appelle tout à l'heure les business email compromise, parce qu'en fait, nous, en termes de machine learning, on fait beaucoup de travail, par exemple, pour essayer d'identifier les gens qui vous demandent de modifier quelque chose et en forçant, parce que vous savez, les intentions dans le machine learning, c'est quelque chose qui est assez bien maîtrisé depuis assez longtemps. Nous, on intègre ça dans nos produits. On est capable de dire, ah, ce mail-là, on va le taguer en disant, là, on vous a dit, on vous a forcé à faire quelque chose, c'est un peu oppressant, c'est bizarre. Donc ça, c'est des technos qui existent, qui sont sur le marché. Vous, c'est transparent pour vous, juste vous ne recevez pas le mail quand il est à ce point-là, quoi, quand il est flagué. Donc ça vous permet de vous protéger contre toutes ces choses-là. Ouais. L'email, c'est quand même clé. Oui, et puis il ne faut pas perdre ses mails. Donc c'est-à-dire que si vous hostez vos mails à la maison, parce que vous êtes un peu geek, c'est une bonne idée, c'est marrant, moi j'aime bien, je le fais de temps en temps. Et parfois, il ne faut pas oublier le backup, parce que si vous perdez tous vos mails, vous pouvez être mal barré, quoi. Super, donc maintenant on a vu le top 5 des actions à faire effectivement pour se protéger. Si jamais ça arrive... Alors si jamais ça arrive, le mieux c'est d'être préparé. Chaque minute compte. Chaque minute compte. En fait, on observe des attaques qui parfois sont très rapides. On est en dessous de 5 heures. Ça arrive, c'est pas la majorité des cas, mais ça arrive quand même assez fréquemment. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en 5 heures, un hacker a pris le contrôle de votre machine, a regardé ce qu'il y avait sur votre réseau, a fait de la propagation latérale, donc peut-être qu'il est allé sur votre serveur de données ou d'autres choses, et commence à chiffrer vos données en 5 heures. Donc c'est vrai que c'est assez rapide. Donc quand on dit que chaque minute compte, sur 5 heures, c'est vrai que chaque minute compte un peu. Donc c'est pour ça que je dis que préparer, c'est transformer l'incident en un simple incident maîtrisé. En fait, si vous êtes prêt et que vous avez une alarme qui sonne, et que vous avez déjà prévu ce qu'il faut faire quand cette alarme sonne, finalement c'est juste un incident, c'est pas une crise. Donc en fait, se préparer, c'est essayer de retarder au maximum la cellule de crise sur lesquelles ça va être beaucoup plus critique et où justement vous allez perdre la plupart de vos données, quoi. Alors qu'est-ce qu'on fait si ça arrive? Alors si ça arrive, alors juste pour se préparer, pour finir, ça veut dire, quand je parlais de cellule de crise, ça veut dire préparer ce qu'on appelle la cellule de crise, préparer la communication. Forcément, vous allez avoir un problème de communication parce que mes services sont arrêtés, on ne peut plus parler avec moi. Pourquoi? Voilà ce qui s'est passé. Être clair, c'est souvent très bien perçu par la plupart des acteurs et des collaborateurs, et aussi des partenaires et fournisseurs. Donc tu nous dis de nommer quelqu'un dans l'entreprise qui est responsable de ce sujet si ça arrive. De la crise et de la communication de la crise. C'est très très important. Ensuite, cette crise, il faut qu'elle soit préparée, il faut avoir déjà un intervenant.
avec qui on peut travailler, un prestataire de confiance qu'on a déjà, avec qui on a déjà travaillé. Par exemple, je sais pas, nous, je prends l'exemple parce que je suis chez Cisco, mais on a un service d'incident response, donc de réponse à incident. On vend là aussi dans ce service-là ce qu'on appelle la préparation aux réponses incidents. C'est-à-dire qu'on va préparer les équipes, les entraîner à dire voilà, si jamais il y a ça qui se passe, vous avez les procédures, vous avez les outils, et nous on arrive en X minutes. C'est marqué, c'est noté, vous êtes protégé, vous avez préparé la cyberassurance de votre côté. Nous on accompagne dans toutes ces choses-là. Et en fait, ça permet quoi? C'est bien que le jour où il y a un incident, moi je le vois entre les clients qui ont préparé l'incident et les clients qui ne l'ont pas, c'est gigantesque la différence. C'est-à-dire que j'ai des clients chez qui il faut installer l'outil, propager l'outil sur tous les réseaux, faire les acquisitions de machines. Il ne connaît pas l'outil. On parle de 5, 6, 7 heures, parfois 2, 3 jours, avant de pouvoir commencer à analyser ce qui se passe. Si vous avez déjà les outils qui sont prêts, que les procédures sont prêtes, bah, on passe sous la barre des 15-20 minutes pour l'opérationnel. Dans la résolution. En tout cas, dans le début de l'analyse et de la résolution. Donc c'est quand même mieux que 5 jours, voire 5 heures et voire 5 jours. Quoi. Ça, c'est si on est préparé, mais si Voilà. jamais par malheur on n'était pas Alors, préparé, si on n'est pas préparé, on a quand même Ouais. accès 2-3 trucs à faire. et on peut vous déconnecter la appeler de machine. toutes les façons. Vous pouvez les appeler. Il y a plein d'entreprises qui existent, donc notamment nous, qui faisons de l'incident response à la demande et en urgence. Le mieux, donc, déconnecter sa machine du réseau. On coupe le Wi-Fi. On n'éteint pas la machine. Parce que parfois en mémoire, il y a des preuves pour les enquêteurs ou peut-être qu'ils peuvent vous permettre de récupérer la clé de chiffrement du rançon, de la rançon. On déconnecte sans éteindre. On déconnecte sans éteindre. Donc on enlève le câble, on coupe le Wi-Fi, puis on essaye d'isoler tout ça. On porte plainte, surtout. Porter plainte, ça vous paraît très bête, mais en fait, les enquêteurs, ils sont prêts à ça. Comme tu le disais, Sandra, au début, une entreprise sur deux, enfin en TPE, PME, c'est énorme. Donc vous dites bien qu'ils ont quelques procédures et qu'ils sont un peu préparés à recevoir les gens. On fait une déclaration en ligne, Alors, on peut faire une déclaration en ligne, par exemple sur cybermalveillance.gouv.fr. cyberbienveillance.gouv.fr. Malveillance. Malveillance, pardon. Malveillance, oui. C'est nous qui sommes C'est bienveillants. eux qui font de la pub de Sam et Antoine. C'est ça. cybermalveillance.gouv.fr. Voilà, donc vous pouvez porter plainte, soit sur cybermalveillance.gouv.fr, soit directement au commissariat, mais c'est quand même mieux en ligne. Et pourquoi il faut porter plainte? Déjà, cette main courante, vous la suivez, ça vous aide dans vos investigations. Et derrière, ça permet aux enquêteurs de vous aider et de traquer ces groupes de cybercriminels. En France, on ne peut pas se saisir d'une instruction comme ça. Donc forcément, s'il y a un groupe de cybercriminels qui est français et que personne n'a jamais porté plainte, bah, il va un peu rester impuni, quoi. Donc, sauf si on l'a en flag, mais c'est un peu différent. Mais en gros, il faut vraiment porter plainte, c'est vraiment important. Je déconnecte, je porte plainte. Et je n'éteins pas. Surtout, je n'éteins pas. Je n'éteins pas, absolument. Donc quand on fait ça, eh ben déjà, c'est le b.a.-ba des choses à faire quand on est en crise. Après, on peut prendre le temps de communiquer, etc. Il y a un pilote d'avion de chasse qui s'appelle AT, qui est assez présent sur YouTube, qui donne ses tricks de navigation, et c'est toujours aviate, navigate, communicate. Bah, d'abord, je pilote mon avion. Boum, je déconnecte, ok. Navigate, ok, maintenant je peux me poser, ok, je mets la machine ici, je prépare ma cellule de crise, communicate, là je porte plainte et je communique à l'extérieur. C'est vraiment important, ça permet d'avoir déjà, si on a au moins ces 3 étapes prêtes dans la tête, le jour où ça se passe, on peut au moins réduire un peu le feu, quoi. Super. Bah, écoute, on a vu comment se préparer, on a vu quoi faire en cas d'attaque. Cisco, donc Talos, est partenaire de Big, donc BPI ici. Qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu? Tu avais peut-être des choses à nous dire avant, mais voilà, pour parler un peu du partenariat, parce qu'il nous reste à peu près 5 minutes. Donc, si on veut prendre quelques questions, on est tout à fait dans le timing. En fait, Cisco a un programme qui s'appelle Country Digital Acceleration. Ça rejoint fortement la mission de BPI, qui est évidemment de soutenir et développer les fleurons de l'économie française. Et en fait, cette synergie en fait, est née de ces 2 programmes. Et en fait, vu qu'on est en plus partenaire de BPI sur les solutions de sécurité et diverses et d'infrastructures, c'est un peu créé par... c'est de la synergie qui s'est créée automatiquement. En fait. On a les mêmes goals, on est déjà partenaire sur des projets techniques. C'est parfait, quoi.
D'accord, donc en fait, vous êtes partenaire de BPI interne, c'est-à-dire de Exactement. tous les systèmes BPI, Pas tous, mais en tout enfin cas de beaucoup de certains. systèmes BPI. Et du coup, vous êtes aussi un partenaire des participations ou des entreprises C'est qui ça. travaillent avec Nous, en BPI, interne, ouais. c'est-à-dire que vous pouvez intervenir. Alors, ça, c'est Enfin, juste qu'en fait, intervenir, en tout on a cas. un programme en interne qui s'appelle Country Digital Acceleration, justement, bah, qui vise à aider justement ce développement économique. Donc, Absolument. on est là pour ça, oui. Oui, pour aider les entreprises à se développer C'est de ça. façon un peu plus sereine, en tout cas, Exactement. Et là-dessus. c'est pour ça qu'on parlait d'efforts sur mesure. En fait, on essaie de s'adapter à tout le monde. J'aime bien prendre deux petits exemples très rapidement. On a un projet qui s'appelle Power Up, qu'on a fait chez Talos. En Ukraine, c'est la guerre, vous le savez. Et il y a une guerre électronique. Il y a des drones qui passent. Il faut bloquer les GPS. Le problème, c'est que dans les centrales électriques, le gros machin qui envoie l'électricité, il se met à l'heure via des clocks GPS. Ah, si on n'est plus à l'heure, on ne peut pas envoyer l'électricité comme ça à l'autre bout de la Terre, enfin l'autre bout de la Terre, à l'autre bout de l'Ukraine, parce que on ne stocke pas l'électricité. C'est un peu compliqué. Un collègue a eu l'idée de prendre un matériel qu'on avait chez Cisco depuis très longtemps et de modifier un petit peu, de le packager et de l'envoyer aux centrales électriques en Ukraine pour que cet hiver, ils aient, enfin l'hiver dernier, le chauffage, l'électricité, etc. C'est juste un équipement qui garde l'heure un peu plus longtemps, qui va permettre, en cas de panne GPS, de rester 10 minutes, 20 minutes de plus que si jamais il n'y avait pas de GPS. Donc en fait, on est capable, nous, de s'adapter aux besoins de tout le monde, des grosses entreprises, des petites entreprises. Là, je prends l'exemple de très grosses entreprises, forcément, parce que c'est l'électrique. Mais en fait, ça vient jusque sur du hardware. Nous, du hardware, vous avez besoin d'un Wi-Fi chez vous. On a évidemment des gammes hyper énormes avec des gros racks serveurs qui envoient je ne sais pas combien de trucs à la seconde. Mais en même temps, des Wi-Fi pour les TPE et PME qui sont faits pour ça. Vraiment faits pour. Et donc, en fait, nous, c'est ce qu'on essaie de faire. C'est ça que je trouve génial chez Cisco. C'est ces efforts sur mesure-là. Parfait. Alors, en conclusion, peut-être tu peux nous donner quelques éléments. Et puis, ce qu'on retient, c'est qu'il faut se préparer, bien sûr. Exactement. Le mieux, c'est de se préparer. Ça évite. C'est simple. Hein. Il y a un extincteur dans cette pièce quelque part. C'est pour au cas où il y a le feu. Au moins, c'est prêt. C'est-à-dire que si il y a le feu, on ne va pas attendre 20 minutes d'appeler les pompiers. Parce que si on peut éteindre le feu directement, c'est déjà pas mal. C'est un peu la même chose dans votre entreprise. Si vous préparez un petit peu cette communication, cette gestion de crise, si vous avez déjà prévu un petit plan, vous avez déjà prévu votre sauvegarde, finalement, le gros rançongiciel qui devait être une crise énorme et qui aurait dû vous coûter des millions, c'est une journée de perdu, et encore, quoi. Donc, c'est quand même un peu plus rentable. Et en tout cas, vous cassez bien la tête au hacker et vous lui cassez son ROI. Et ça, c'est marrant. Donc, se préparer, c'est plutôt transformer un accident un peu dramatique qui peut coûter, on l'a vu, 1,4 million. D'ailleurs, on l'a vu avec la rançon qui est déjà de 450 à 500 000 euros. Mais effectivement, ça devient un incident si on est préparé parce qu'on sait le résoudre assez vite. C'est ça. Et on a les moyens de le faire. Exactement. Donc, ça n'arrive pas, pour conclure, il nous reste quelques minutes, comme ça on va pouvoir prendre un petit peu quelques questions. Donc, ça n'arrive pas qu'aux autres. C'est vrai que c'est toujours un sujet qu'on met un peu, qu'on décale, mais on sait bien que c'est clé et qu'il y a de plus en plus de données. C'est un vrai asset de l'entreprise. Et il y a malheureusement de plus en plus de hackers. Alors, au niveau privé, on le vit, mais au niveau professionnel, on pourrait aussi le vivre. Exactement. Donc, ne pas hésiter à mettre en place tous ces éléments de sécurité. Bien sûr, Arnaud, tu vas rester un petit peu. Oui, alors, on enchaîne sur une autre, mais on a un petit stand si vous voulez nous parler. On a un petit quart d'heure de battement. Il y a quelques équipes Cisco, il y a aussi Lorraine qui est devant. Donc vous pouvez effectivement nous parler. On va prendre quelques questions. D'abord, remercier Arnaud Zobec. Merci beaucoup, chercheur en cybersécurité. C'est ça. Merci parce que je pense que c'était très pédagogique. On a quand même bien compris, je crois, avec des exemples concrets de ce qu'on peut faire. Alors, on va prendre quelques questions. Alors, j'ai peut-être un micro. Oui, bonjour. Je voulais savoir si ces actions de hacking, parfois, sont préparées suite à une commande, en fait. Est-ce qu'il y a des commanditaires? Est-ce que des concurrents, par exemple, font appel à des hackers, non pas pour gagner de l'argent, mais pour nuire à... C'est une super bonne question. Nous, on a déjà vu des attaques gouvernementales qui font ça. Il y a d'autres gouvernements qui nuisent à... C'est l'heure, le micro-ondes a fini. Ça va, on a 2 minutes pour pouvoir répondre aux questions, parce qu'on a démarré en retard. On les négocie, ça y est, c'est bon. Il y a des gouvernements qui peuvent avoir un impact sur ces choses-là. Donc ça arrive. Comme je vous le disais, cette capillarité d'entreprise
c'est qu'en fait, même si vous êtes fournisseur, vous faire attaquer par un gouvernement, vous le verrez peut-être même jamais, ce qu'on appelle des APT, Advanced Persistent Threat. Ils sont là depuis longtemps, ils sont bien organisés, ils ont un peu plus de moyens que le hacker moyen. Et en fait, oui, il peut y avoir des impacts de ce côté-là. Alors, nous, d'entreprise vers entreprise, c'est pas vraiment ce qu'on voit le plus, parce que forcément, il y a des répercussions légales très fortes, si jamais ça se trouve. Donc ça se voit un peu moins. J'en ai vu qu'une fois dans ma carrière, donc c'est assez rare. Mais par contre, d'autres gouvernements, après, c'est vrai qu'il y a des gouvernements, je prends la Chine par exemple, qui ont une implication très forte entre l'État et les entreprises. Donc oui, il va y avoir des choses un peu différentes qui peuvent se passer, oui. C'est une bonne remarque, c'est une bonne question. Et c'est vrai que c'est plutôt de la malveillance d'hackers qui veulent récupérer de l'argent. On voit beaucoup plus de malveillance, en tout cas sur les TPE et PME, oui. Est-ce qu'on peut prendre une deuxième question si vous l'avez? Je peux passer le micro. Ça répond à la question ou pas? Ça répond à la question. Oui, bonjour. Moi, c'était par rapport à l'action d'éteindre le PC. De ne pas l'éteindre. Ouais, de pas oui. Et ouais. Moi, ma réflexion, c'est de dire que le programme, il est dans le PC. Et si le programme, il n'a pas commencé son travail, on va dire, à 100%, il vaut mieux l'éteindre. Et par rapport à ce que vous avez dit, ça m'a assez convaincu, mais c'est le fait de dire aussi que souvent, dans les petites entreprises, il n'y a pas d'enquête. Et sur retrouver une clé d'activation, ou je ne sais pas, comme vous avez dit, je ne pense pas que ça va se réaliser. Donc, en fait, il n'y a pas du 50-50 là pour ne pas éteindre le PC. Le 50-50, c'est de se préparer et d'avoir une sauvegarde. En fait, si on a une sauvegarde, on s'en fiche que ce soit chiffré, c'est pas très grave. C'est ça que je veux surtout appuyer sur le fait. Le pas éteindre, c'est on vous demande pour l'investigation et avoir une chance peut-être de récupérer la clé de chiffrement. Si jamais vous éteignez, c'est sûr que c'est mort. Si jamais c'est allumé, il y a un... En fait, si vos données sont déjà sauvegardées ailleurs... Ah si, elles ne sont pas sauvegardées? Ah bah... En fait, le truc, c'est que mathématiquement, c'est très rapide de chiffrer quelque chose. Parce que les algorithmes utilisés, ce n'est pas des trucs très longs. C'est de l'AES, pour parler purement technique. Et en fait, ça se fait très rapidement. Il suffit même juste de modifier un quart du fichier ou un tiers du fichier pour le rendre complètement inutilisable. Et vous perdez toutes vos données. Et ça se fait vraiment, vraiment rapidement. En fait, quand vous achetez un ransomware, bon, je ne l'ai pas montré là, mais sur des plateformes de marché, il y a des benchmarks de vitesse de chiffrement. Combien de fichiers à la minute? C'est parfois assez énorme. Donc en fait, vous avez rarement plus de 15 000 fichiers sur votre machine, et ça va le faire en moins de 4, 5, 6 minutes. Donc en fait, sauf si vous êtes vraiment Superman et que vous voyez le ransomware qui s'exécute et bam, vous appuyez sur le truc, ça reste quand même mathématiquement compliqué. C'est vrai que j'ai pas de démo pour vous montrer. Mais c'est vrai que c'est un réflexe d'éteindre. C'est un réflexe. J'ai pas de démo pour vous montrer, c'est dommage, mais moi je détonne du ransomware tous les jours parce que je fais de la recherche dessus. Je veux savoir ce qui se passe quand c'est exécuté. Et bah, vous cliquez, je vous jure, en 3 secondes, hein, tous vos bureaux, il est chiffré. Hein. Et vous gardez où vous... Et en plus, ils sont malins. Vous gardez où vos dossiers? Bureau, documents? Ok, c'est les 2 trucs principaux qu'ils vont faire déjà. Donc, vu que c'est priorisé, à moins d'être très rapide, il faut vraiment être méga Superman. C'est pour ça que l'antivirus, lui, il bloque direct. Hein, il agit directement sur l'exécution. Bah écoutez, on va remercier Arnaud Zobec, société Cisco, partenaire de BPI, Talos, la filiale. Merci beaucoup de votre attention, de votre présence. Et puis, si vous voulez effectivement discuter avec Arnaud ou Lorraine, n'hésitez pas, ils vont se trouver juste là.